Bien, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir, Jeanne, pour cette rencontre pour l'association Imagine un monde plus humain, donc une association qui met en lumière les personnes qui œuvrent pour ce monde plus humain et dont tu fais partie. Merci Martine. Bon, je vais te présenter brièvement, mais tu vas avoir le temps de revenir sur ton parcours parce que tu es une personne. Enfin, moi, ce qui m'est venu, c'est que c'était une personne qui crée des ponts. Bon, tu es au départ scientifique, donc tu as été pendant longtemps chercheuse au CNRS pour travailler sur l'étude de la structure des matériaux. Et en travaillant dans le microscopique, après tu reviendras si jamais je fais des petites erreurs. Mais puis tu es passé à l'étude du vivant, de la biologie, du matériau au vivant. Et puis finalement, dans les études de la médecine chinoise, de l'énergétique. Et enfin voilà, c'est vraiment, tu es quelqu'un qui crée des ponts entre la matière et la spiritualité, entre... qu'est-ce que j'ai mis? Il y a plein de choses entre le monde du visible et de l'invisible, entre le cœur et l'esprit, entre le corps et l'âme, enfin, partout où tu réunis tous les plans en fait. Et voilà, donc je trouve que ton parcours en fait est très exemplaire à ce niveau-là. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi, ces passages de l'étude du matériau au vivant et à ton niveau personnel aussi? Eh bien, c'est un sacré parcours. Quand on y pense, on regarde en arrière. Eh bien, j'étais déjà, quand j'étais jeune, j'étais attirée par la compréhension des choses, la compréhension des mécanismes. J'ai toujours été attirée par, au-delà de ce que l'on voit, de la matière, de matériaux, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça a été toujours mon questionnement. Qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que c'est ça, etc. C'est un questionnement. Un questionnement de quelle est la part de l'invisible sur le visible, le rationnel sur l'irrationnel. Et donc c'était des questionnements qui étaient vraiment présents pour moi. Et quand je suis rentrée dans la recherche, je suis rentrée d'abord, au démarrage, je ne voulais pas faire de la recherche. Je voulais faire un métier où j'étais mon propre chef. Où je voulais créer moi-même les choses. Donc tant que je n'ai pas pu le faire à différents niveaux de mes études, je me suis dit, c'est pas possible, je continue. Je continue jusqu'au moment où je suis devenue chercheur. Et là, j'étais responsable de tout ce que je faisais. Et que ce que je faisais, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai baissé les armes de vouloir ça, vouloir ça, vouloir ça. Et effectivement, dans cette quête-là, c'était en même temps accéder à quelque chose que moi-même, à l'intérieur, je ne connaissais pas encore, quand j'ai eu envie de faire tout ça. Et en parallèle de tous ces aspects-là, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu des problèmes de santé, et pendant 10 ans quand même, ces problèmes de santé avec une polyarthrite rhumatoïde, à l'époque, ils mettaient des étiquettes et tout ça, bon. Et moi, j'acceptais pas les étiquettes déjà. Hein. Donc je refusais leurs étiquettes, et je me suis dit à l'époque, à un moment donné, je vais me soigner autrement. Donc j'ai quitté la médecine classique et j'ai été voir des médecines parallèles, complémentaires. Hein. La mésothérapie à l'époque, ensuite des gens qui faisaient des études qui soignaient les gens, leur terrain. Alors ça me plaisait bien parce que j'avais compris que mes symptômes, c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on est ces maladies, on n'est pas les symptômes. À l'hôpital, on m'avait dit, vous, le machin, polyarthrite. On me présentait comme la polyarthrite rhumatoïde. Je les aurais jetés, les médecins, à l'époque. Et là, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que l'on tombe malade? Et pendant que je faisais de la recherche sur les matériaux. Et les matériaux, ce que je faisais, ce que j'ai fait toute ma vie, c'est relier l'origine de la matière, sa structure, et qu'est-ce qu'elle devient pendant sa vie, parce que pendant les traitements thermiques, qu'est-ce qu'elle devient? Et quand elle devient quelque chose, quelles sont les propriétés? Donc j'étudiais, moi, au laboratoire, toute la chaîne, depuis le démarrage
jusqu'aux propriétés. Alors propriétés électriques, magnétiques, électromagnétiques, quantiques, tout ça. Bon. Dans les matériaux. Dans les matériaux. Hein, j'ai travaillé sur différents matériaux, sur les composites, sur le carbone, j'ai travaillé sur la formation du pétrole, j'ai travaillé sur les céramiques, ensuite les céramiques supraconductrices, et ensuite sur j'ai étudié les effets quantiques dans les supraconducteurs et sur les ferroïques. J'ai étudié plein de choses. C'était toujours de relier à l'échelle microscopique les propriétés macroscopiques. Et moi, je me posais des questions à chaque fois. Et dans les matériaux, par exemple, un matériau comme les ordinateurs que l'on a, c'est fait que de composants électroniques. Mais ce sont des matériaux d'abord. Et on les dit intelligents parce qu'ils ont des défauts particuliers qu'on a introduits dans la matière pour avoir des propriétés particulières. Donc si on veut un semi-conducteur dopé pour avoir des charges positives, il aura ça, et pour des applications particulières. Donc moi à ce moment-là, j'ai relié les défauts dans les matériaux à l'intelligence du matériau pour aboutir à des propriétés. Alors là, je n'ai fait qu'un parallèle avec ma vie. Et je me suis dit, mais moi mes défauts c'est quoi? Mes défauts de santé, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai mis en place pendant ma vie qui a fait que j'ai fabriqué ça? Parce que je savais que ce que j'avais, c'était quelque chose que j'avais laissé se développer en moi. Et qu'est-ce qui fait? Comme les matériaux, quand on appuie sur un matériau, eh bien on va entraîner des dislocations. Si on appuie trop fort sur un matériau dur, on va le casser. Et j'ai vu que le comportement des matériaux, j'ai vu qu'un parallèle complet du comportement des matériaux au comportement humain. C'est la même chose, sauf que l'humain c'est plus compliqué. Donc effectivement, ça m'a fait aller en parallèle du matériau à l'humain, alors que je ne faisais pas de biologie. Et j'ai déjà après que tu as la biologie. Oui, bien plus tard. Mais il y a 30-40 ans, je ne me rappelle plus maintenant. Eh bien, j'avais l'intuition complète, à partir de ce que je vivais, que ce que j'avais, c'était fait à partir de problèmes de santé, de vie, de machin. Et je me suis mise à m'observer. Comme j'observais au microscope la matière, je m'observais. Comment étaient mes états émotionnels, mes états pathologiques, à savoir quand j'étais paralysée, hein, c'était la main, c'était l'autre main, c'était le cou, c'était le genou. Je me suis mis à observer, et à ce moment-là, je me suis dit, ça correspond à quoi? Et alors là, le livre de Annick de Souzenel est tombé dans les mains, je ne sais plus comment, mais le symbolisme du corps. Et je me suis mise à rechercher, comme quand on cherche dans les défauts des matériaux, à rechercher le lien ontologique entre l'organe, le sens ontologique des organes, l'organe et la fonction. Et là, je me suis dit, ce qui se passe, c'est que la fonction, elle va être perturbée si au niveau ontologique, c'est perturbé. Et quand tu parles du nouveau ontologique, ça serait quoi? Ontologique, ça remonte à la création du monde, à l'arbre de vie de la Kabbale, l'arbre des séphirotes, que l'on reçoit l'énergie divine qui ancre, que l'on doit accueillir, et transformer cette énergie pour redevenir spirituel. Je veux dire, c'est cette descente d'énergie et remonter vers le spirituel. Donc c'est une perturbation à ce niveau-là qui va créer le... Et alors, perturbation, déconnexion, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais moi, je me suis dit, la fonction de l'organe, la fonction... Alors j'ai compris, et j'ai compris plus tard après, mais j'ai vu des évidences, c'est que quand on a un problème, le corps va répondre de façon ontologique. Ontologique. Quel est le sens de l'organe qui va être affecté pour répondre le mieux à la fonction? Alors, la fonction biologique, mais au-delà, fonction ontologique. Donc, je me suis mise à rechercher tout ça, en fait. Et quand au bout d'un moment, Ça a pris combien de temps? Je suis allée... la biologie, j'ai commencé en 2006. Je suis rentrée au CNRS en 1977. Donc 2006, ça avait 30 ans. Quelque chose comme 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai compris des choses dans les matériaux. Ma pathologie, elle a duré 10 ans. Au bout de 10 ans, quand j'ai compris que c'était psychosomatique, parce que j'ai eu, avec du yoga, que j'ai découvert, et qu'au bout d'une semaine de yoga, j'avais plus rien. Quand j'ai compris ça, je me suis mise à travailler sur moi,
essayer de comprendre, faire du yoga, une thérapie. Et là, j'ai posé des questions à mon corps, je me suis occupée de moi autrement. Et à ce moment-là, mes problèmes de santé ont disparu. Oui, donc ça veut dire que c'est ton corps. C'est mon corps qui me montrait. Qui te donne l'information. Ah, c'est mon corps qui me donne l'information. C'est-à-dire que j'ai vu que quand je suis... Alors, il y a un exemple magnifique, c'est que j'ai découvert le yoga. Quand j'ai découvert le yoga, j'allais faire du théâtre, parce que j'adorais le théâtre, je faisais du théâtre. Et il y avait un professeur de yoga qui enseignait à la mode indienne. Et quand je suis arrivée, j'étais paralysée. Je ne pouvais pas tenir ma main, je ne pouvais rien faire du tout, tout ça. Et au bout de 4 jours, 3 jours, tout disparaît. 4 jours, c'était fini. Mais entre-temps, pendant les relaxations de yoga, je pleurais. Je pleurais. C'est-à-dire, je sentais que mes tissus, tout était comme ça, tendu. Je n'avais pas conscience de ça. J'étais comme ça. Et c'était comme une serpillière. Tu pleurais de douleur? Je pleurais de douleur. Ah oui, je pensais que c'était des choses... Non, non, non. Là, j'ai d'abord pleuré de douleur. Parce que quand tout est bien... Quand une serpillière est bien osseuse, il n'y a plus d'eau, eh ben, elle ne reprend pas sa forme. Eh ben, c'est une souffrance. Il a fallu 4 jours pour que je ne pleure plus. Après les relaxations. Et au bout de 4 jours, plus rien. Et j'ai fait un rêve initiatique à cette époque-là, magnifique. Et en fait... Tu peux nous raconter ton rêve? Je viens de le raconter à Nathalie, c'est marrant. C'était extraordinaire. Quand ça m'a passé, j'ai fait un rêve. J'étais au microscope électronique avec une grande colonne et puis deux boules à droite et à gauche pour bouger l'échantillon. Et un microscope, l'échantillon, il y a une lucarne, on regarde l'échantillon comme ça et on déplace l'échantillon pour regarder. Voilà, ce qu'il y a dedans. Mais tout est plan et en noir et blanc. Voilà, c'est ça un microscope. Il y a un faisceau d'électrons monochromatique, donc c'est blanc, c'est noir et blanc. Et mon rêve, c'était, je voyais la Terre, vue du ciel, vue de très haut dans l'espace. Et je voyais la Terre avec les arbres, les forêts, la mer, les océans. Et je voyais ça, mais je dis, c'est pas mon échantillon. Et je déplaçais, c'est pas ça que je veux voir. Mais je voyais l'autre bout de la Terre. Mais c'est pas ça que je veux voir, C'était extraordinaire. Je voyais de l'espace, la Terre, je voyais le mouvement des océans, c'était magnifique, je vois encore ce rêve-là, il est encore présent. Et à l'époque, ma vision était quand même plus raide, plus, très cartésienne quand même. Scientifique, j'étais quand même... Alors je suis une scientifique, et des étudiants m'ont dit, les plus irrationnels un étudiant m'a dit un jour, m'a remercié, m'a dit, je remercie Jeanne pour la scientifique la plus irrationnelle que j'ai jamais vue. Et il avait dit ça officiellement dans un rapport, et le président lui a dit, on ne dit pas des choses comme ça quand même. Et il lui a dit, on connaît Jeanne, donc c'est bien, parce que je me montrais peut-être que j'étais rationnelle ou pas irrationnelle. Mais voilà, et tu fais le pont justement entre ces deux aspects, parce que c'est complémentaire en fait. Oui, je faisais exactement le... Donc je ne cachais pas mes aspects rationnels qui étaient de la science, et mes aspects irrationnels qui c'était les connexions de savoir que je sais que j'avais plein d'intuitions, j'ai reçu plein de choses. Et quand j'ai découvert le vivant, j'ai découvert le vivant en moi, quand je me suis mise à la biologie. Et là, j'ai vraiment touché le vivant en moi. Et c'est à ce moment-là, à partir de cette époque-là, que j'ai fait de la médecine énergétique, j'ai voulu comprendre. Alors j'ai étudié sur les cellules d'abord, mais au laboratoire, officiellement. Et en parallèle, moi j'ai voulu comprendre l'énergétique. Comment ça fonctionne à un autre niveau que de la matière. Moi j'étudie au laboratoire la matière. Parce que ce qu'ils font au labo, c'est étudier la matière. Mais tu dis, à un moment donné, je crois que tu dis que la matière a une dimension spirituelle. Ah mais oui, parce que si tu veux, ce qui est incroyable, c'est que plus tu descends dans les mécanismes, plus tu vas dans l'infiniment petit, et plus tu trouves des choses. Donc si tu veux, l'infiniment petit est relié à l'infiniment grand. Ce que j'ai vu au microscope, c'était l'infiniment grand de voir la Terre. Oui. Alors que moi, je regardais l'infiniment petit. Et ça, je l'ai toujours relié. Donc effectivement, quand on cherche, il y a toujours quelque chose de plus loin. On est toujours buté par quelque chose. Et il faut aller plus loin. Et ça ne s'arrête pas. Et dans l'infiniment petit, quand on sait qu'à l'intérieur d'un atome, dans un atome, il y a des électrons et l'atome, mais dans l'atome,
il y a des protons, il y a des neutrons, il y a plein... Et c'est un autre monde, aussi grand que l'univers, de ce qui se passe à l'intérieur. Oui, c'est aussi le lien entre le visible et l'invisible. Mais c'est ça. Donc, le visible et l'invisible sont des choses qui se rejoignent. Et puis en physique, ce qu'on faisait aussi, on étudiait les propriétés. Et si on regarde bien ce que c'est que les propriétés, c'est l'invisible qu'on ne voit pas de la matière. Quand on regarde les propriétés physiques, par exemple, l'électricité, le courant électrique ou le courant magnétique, ça correspond à des comportements des électrons dans la matière. Mais on ne les voit pas, ça. Ce que l'on voit, c'est l'effet quand on veut mesurer. Donc le microscopique, on le voit par les effets macroscopiques. Donc, en physique, on étudie l'invisible de la matière, mais on ne dit pas l'invisible. On va dire qu'on étudie les propriétés électroniques, optiques et tout ce que tu veux. Mais ça ne se voit pas, ça. Tout ce qu'on étudie en physique, c'est quantifier l'invisible, mais dans un aspect physique classique. Quand je suis arrivé en biologie, je me suis dit, mais à l'intérieur des cellules, on est dans le domaine de la physique quantique. C'est le chaos constant. Organisation, désorganisation constante, c'est la physique quantique. Et effectivement, c'est la physique quantique qui régit tout le monde de l'infiniment petit. Est-ce que tu peux développer un peu la physique quantique? Parce que je sais qu'on parle beaucoup de la physique quantique, mais ce n'est pas toujours clair pour tout le monde, en fait. Alors la physique quantique, comment développer? Alors la physique quantique, c'est tout l'infiniment petit, donc les particules élémentaires, toutes les particules élémentaires dont nous sommes faits, à des milliards de particules élémentaires, eh bien, elles répondent à la loi de la dualité onde et particules. C'est-à-dire, on peut regarder chaque particule élémentaire comme un grain de matière ou comme un grain de lumière, la lumière. Mais ces deux états de la matière, ils sont comme ça. Si on veut voir l'un, on voit l'un. Si on veut voir l'autre, on voit l'autre. Donc, on ne peut pas voir les deux en même temps. D'accord? Sauf qu'ils sont en même temps. Et donc le saut quantique, c'est que quand il y a un électron d'une couche d'électrons sur un atome, on fait sauter un électron, on enlève un électron, il y a des cascades de sauts pour faire en sorte que l'atome rentre dans un état stable. On ne peut pas rester excité. Si on bombarde un atome, ça va exciter, il y a un électron qui va se partir, mais il va y avoir des cascades de réactions qui vont faire qu'il va se stabiliser. Et bien le saut d'un électron d'une couche à une autre couche, c'est un saut quantique. D'accord. Et alors quand on transpose ça à nous? Ah ben alors nous on fait plein de sauts quantiques. Ben oui. Nous quand on fait des sauts quantiques, c'est-à-dire qu'on va passer d'un état à un autre état. Et quand on fait ça, c'est irréversible. C'est-à-dire que ce saut, il est fait, on ne retourne pas en arrière. C'est-à-dire c'est un saut au niveau de nos vibrations, de nos cellules. Oui, alors là, justement, on peut quand il se passe quelque chose d'important dans notre corps et qu'il se passe une prise de conscience en nutriculture, par exemple, à des moments où on donne des séquences et que ça touche des choses très profondes de la mémoire cellulaire, eh bien il se passe un effondrement quantique dans le corps. C'est-à-dire le corps, il n'est plus fort comme il était. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, que ça l'a mis dans un état de chute de force. Parce qu'on touche à quelque chose d'important. Et après, il revient, bien sûr. Mais le corps en entier a subi un effondrement quantique. Et c'est quoi l'effondrement quantique? Eh bien, c'est entre toutes les possibilités. Alors, c'est onde ou matière. Hein. Si on veut voir la matière, on va voir la matière. Si on veut voir l'onde, on va voir l'onde, d'accord? Et bien, dans ce champ, il y a tous les possibles. Et on ne sait pas lesquels. Mais à partir du moment où on choisit un objet avec notre conscience pour voir l'onde, ou si on choisit un appareil pour voir la matière, l'un ou l'autre, eh bien, on va voir la matière, et il va y avoir un effondrement quantique de la fonction d'onde de l'onde. Si on veut voir l'onde avec un autre procédé, on va voir un effondrement quantique de la réalité de la matière. Et donc ça veut dire quoi? La physique quantique nous dit que ce que l'on observe, c'est la réalité que l'on veut voir. Mise à l'échelle de l'homme,
dans notre champ des possibles, on est responsable de la réalité que l'on veut voir et que l'on veut vivre. Que l'on crée. Et que l'on crée. Alors là, ça entraîne, dans physique quantique, on est complètement responsable de ce que l'on se crée, puisque c'est ça qu'on choisit. De la même façon que la dualité. Si on choisit de voir l'onde, on va voir l'onde. Maintenant, si on se met dans le champ des possibles, et on veut rien voir, et ça c'est le secret de l'observation, eh bien on peut voir tous les états. Ah, c'est possible. Eh bien, alors voilà, moi je l'ai vu dans les méditations. En méditation, eh bien, en méditation, on est dans notre état où on peut porter notre attention sur notre corps, après une méditation, et on peut apporter notre attention sur notre champ. Et puis on peut apporter notre attention sur les deux. C'est le seul moment, en méditation, où on peut voir les deux états. C'est un champ, c'est-à-dire qu'il y a tout est possible, on est relié là-haut. C'est l'unité en fait, c'est un état d'unité. Alors on peut appeler ça l'unité, dans laquelle on peut distinguer le corps, on peut distinguer, sentir le champ vibratoire, et on peut aussi ne rien sentir et être en fusion totale. Mais ils existent tous. C'est notre attention qui va se porter sur, on va sentir l'un, on va sentir l'autre, on va tout sentir. Et là, c'est parce qu'on s'ouvre à la perception de toute notre entièreté. Et pas on veut voir ça ou on veut voir ça. Et moi, j'ai associé donc la méditation à un état de supraconscience. Tu parles beaucoup justement de la conscience, supraconscience. La supraconscience. Tu peux développer? Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est par rapport à la superconductivité. La supraconscience, c'est que, comment dire ça, quand on est en état méditatif, on est en mesure de recevoir des informations de l'univers. On a notre champ individuel et il y a le champ de l'univers qui nous donne des informations. Si on se connecte à quelque chose et on peut avoir des informations. Mais c'est qu'en état méditatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans l'état du mental tout seul, on est connecté au mental. Et rien ne se passe. C'est-à-dire qu'il faut être en état de méditatif, mental supérieur, pour être comme comme en physique quantique, observer les sauts quantiques. Pour observer les sauts quantiques en physique, il faut observer un électron qui saute d'un niveau à un autre, il faut l'entendre, c'est comme un chant, c'est une fréquence. Et bien pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire descendre à température de moins 293 K, c'est-à-dire à la température presque de l'absolu, moins 2-3 degrés, pour que toute agitation s'annule. Plus rien ne bouge. Il n'y a plus de vibration. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus de vibration du tout, on peut voir un électron qui saute et qui a un saut quantique. Et bien nous, quand on fait de la méditation, on est dans cet état supralumineux où on est dans cet espace-là, en connexion là-haut, plus de mental, plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'on peut recevoir les informations. Et ça, c'est la supraconscience parce que tu peux recevoir plein de choses. Tu peux percevoir les gens, avoir plein d'informations. En lien avec les éléments de la nature aussi? Bien sûr, avec les éléments de la nature. Alors moi, je ne fais pas trop avec les éléments de la nature. Moi, j'ai fait ça en lien avec des personnes qu'on appelle en clairvoyance. Quand j'ai fait la formation en clairvoyance, eh bien, c'est cet état-là qui nous permet lorsqu'une personne parle et qu'on est dans l'état vraiment d'unité, vraiment unité totale, et blanc de tout, sans rien, et bien là, quand une personne nous parle, on va sentir sa vibration. Et il va se passer des choses dans notre champ, et c'est là qu'on peut donner des informations de notre champ à la personne. Bon, c'est par exemple. Et en fait, tu as évoqué la nutriponcture, parce que tu travailles avec ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la nutriponcture? Alors la nutriponcture, ça a été magnifique quand j'ai découvert ça, parce que la question que je me suis posée il y a 30 ans, ou 35 ans, je ne sais plus, que le lien entre l'origine d'un problème de santé et ce qu'on vit,
à la naissance ou avant la naissance, l'origine est en lien, mais je ne savais pas comment. Et la nutripuncture m'a permis de découvrir qu'on peut aller libérer des mémoires cellulaires. Et de voir que ce que l'on vit pendant l'enfance, toute la petite enfance, ce que l'on vit dans le ventre de sa mère, ce que la mère vit aussi avant la conception, les 9 mois avant, hein, quels sont les projets, qu'est-ce qui se met en place? Eh bien, on peut aller, en fonction du vécu émotionnel, psycho-émotionnel de la mère, de son environnement, eh bien, ça peut entraîner des interactions avec le bébé, l'embryon, le bébé, ensuite le fœtus, qui vont faire que le fœtus ressent tout, parce que c'est une fusion fœtus. Donc, et la nutripuncture m'a permis de voir ces liens-là, les liens très profonds avec la mère, les différents. En quoi ça consiste en fait? Alors la nutripuncture, c'est quoi? C'est des complexes métalliques qui ont la fréquence électromagnétique de chaque organe. Le rein, le foie, le cœur, etc. Et il y en a 39 nutriments. Et en fait, c'est Patrick Verret qui a travaillé dessus depuis 25 ans ou 30 ans, maintenant 40 ans. Les années 80, donc ça fait maintenant 40 ans. Et il a travaillé avec des chercheurs en physique et pour essayer de voir le lien entre tout ça. Et donc chaque organe a une fréquence particulière et que quand on est affecté par des problèmes divers et variés, on a des fonctions biologiques qui s'affaissent, enfin qui chutent, émotionnelles, tout ce que tu veux. Et ça va entraîner quoi? Eh bien, c'est comme si dans ta maison, tu avais un compteur différentiel et que, paf, le différentiel du foie, il a dégagé, il a sauté là, il n'y a plus rien. Des peurs, tout ce que tu veux, c'est en lien avec la médecine. Et donc, on va voir chez la personne quels sont les éléments qui sont affaiblis, en fait. Donc, on peut redonner à la personne les nutriments. Et dès qu'on les prend, c'est instantané. C'est électromagnétique. Ah oui. Ah oui, c'est fabuleux. Donc, alors là, c'est pour redonner de l'énergie à la fonction. Ah oui, c'est magnifique. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais je fais la boucle que je me posais, j'ai bouclé, j'ai compris. La question que j'avais il y a 35 ans, j'avais la réponse. Et je me suis dit, il faut que je me forme à ça pour comprendre, aller voir et vivre sur moi les choses. Et en fait, voilà. Et alors, ce qu'il a fait de génial, Patrick Verret, quand même, c'est qu'il a trouvé avec tous les patients, etc., il a mis des années quand même, à trouver en lien avec les pulsions vitales, les pulsions sanguines, les pulsions sociales, tout ce qu'on peut vivre, comment ça peut nous plomber. Comment on est plombé, et de relier ça, en fin de compte, quand on donne à la personne, de relier ça au vécu de la personne, tous les traumas qui plombent les gens, etc. Voir en lien avec qui c'est, si c'est la père, la mère, le père, etc., de la vie de la personne. Et comment le diagnostic est fait en fait? Tu me disais que c'est le diagnostic. Alors le diagnostic, c'est la personne, elle vient pour un problème, etc. On l'écoute parler, parce que dans ce qu'elle dit, on a des éléments qui vont nous faire sentir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Et puis après, on va tester qu'on appelle les différents les systèmes terre, eau, air, feu, lequel est affaibli. Hein. Et comment on teste? Eh bien, la nutripuncture, elle est basée sur le fait que chaque personne doit être dans son identité sexuée. Moi, je m'appelle, alors je ne dis pas je m'appelle, c'est Jeanne. Et cette identité, elle est ancrée. Jeanne, une femme. Et quand on fait demander aux personnes qui sont-elles, alors il y a le test kinésio, hein, pour voir, et quand on leur demande leur prénom, elles peuvent dire leur prénom, et puis elles ne sont pas là. Oui, oui. Elles ne sont pas là. Donc si c'est pas elle qui... C'est ça la richesse de la nutripuncture. Si c'est pas elle qui parle, c'est qui? Donc avec le problème qu'elle a posé, ça peut être le fils par exemple. Paf, c'est le fils. Alors le fils, il est bien là. C'est-à-dire que la personne a donné le pouvoir à son fils. Elle n'est pas sur son identité. Elle n'est pas sur son identité. Donc le problème, à un moment donné, il faut la remettre sur son identité. Il faut qu'elle prenne conscience que c'est son fils qui agit à travers elle, et qu'à un moment donné, si elle ne revient pas dans sa verticalité, etc., elle aura toujours des problèmes. Je pense que ça doit être assez fréquent, ça, c'est fréquent. Mais oui, mais à partir du moment où on sait que qu'est-ce qui parle en moi là? Voilà, c'est moi. Je fais ça pour qui je fais? Pourquoi je fais? Moi, j'ai appris énormément de choses.
Quand on n'est pas... Et alors à ce moment-là, la personne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de dire son nom. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et elle marche, et elle dit, et elle parle, elle donne son nom et le nom de son fils, par exemple. Et quand on l'écoute, alors après c'est d'habitude, le nom de son fils, il est bien ancré, et puis elle est suspendue. Sa voix, petite voix, je suis Claire, par exemple, n'importe quoi. Et lui, il est bien là. Et tant que c'est comme ça, eh ben c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut qu'elle continue à le parler, le dire. Ça peut être 15 fois, 20 fois. Et que doucement, doucement, elle le dit avec tout son corps. Et à un moment donné, l'information dans ses cellules est rentrée. Et elle se réapproprie d'elle-même, elle met la place à son fils, les deux sont ancrés au même niveau, et c'est pas l'autre qui est là, et elle est là. Et donc ça, quand on a pris des séquences particulières, par exemple comme la culpabilité, si c'est en lien avec le fils ou la mère, eh bien on fait marcher les personnes, et on les fait marcher en donnant leur nom et la personne avec qui elles se sentent coupables. Et en marchant, le mouvement et la parole. Ça, des fois ça fait pleurer, des fois ça fait des choses pas possibles. C'est pas grave. Et je pense que ça doit agir aussi sur l'autre personne. En même temps. Non, mais l'autre, il n'est pas là. Oui, il n'est pas là, mais... Ah non, mais ça va agir, bien sûr. Énergétiquement. Si la personne se remet dans sa verticalité, dans son identité, les choses se remettent à leur place. Oui. C'est magique, ça. Ah oui, c'est magique. Ben oui. On a ces capacités-là, mais bon. Donc voilà, donc c'est la nutriponction, moi j'ai trouvé ça magnifique, et ça permet de réparer plein de choses que le corps se rappelle. Parce que moi j'ai fait 14 ans d'analyse, j'ai pas travaillé des choses d'analyse que j'ai travaillé en nutriponcture. Parce que j'ai travaillé des choses que j'ai compris, j'ai tout mis par terre, etc. J'ai refait mon scénario et je sais qui je suis. Mais là, c'est mes cellules qui se rappellent. C'est pas pareil. Et là, à un moment donné, tant que c'est dans les cellules et que c'est pas remonté, et alors le problème c'est que quand il y a une grosse émotion chez les personnes, par exemple, ça va réveiller une émotion compétente, ça va réveiller, ça rentre en résonance avec un trauma, à un moment donné, je ne sais pas lequel. Une émotion compétente? Ben, une émotion qui va rentrer en résonance avec quelque chose en elle. Ah oui. C'est-à-dire que ça peut être une réaction démesurée à une toute petite parole, par exemple. Toute petite parole, des fois, une émotion démesurée. Mais ça a touché quelque chose d'important, profond. Et l'émotion, elle peut redescendre au niveau du système immunitaire, de l'information. Et donc ça réveille quoi? Ça rentre en résonance avec une émotion passée. Et l'idée, c'est d'aller chercher laquelle. Oui. Et en fait, il y a des gens qui développent des problèmes de santé, et des problèmes, mais ce ne sont que des choses qui sont des répétitions de ce qui s'est passé au démarrage. Donc c'est ça qui est intéressant. Et moi, pour moi, moi, quand je m'étais posé les problèmes de ma problème de santé, moi je me suis dit, quelle est l'origine? Tant qu'on ne remonte pas à l'origine, on ne peut pas le libérer. Et c'est ça le cadeau. Oui, c'est pas toujours facile de remonter à l'origine. Eh ben, si on y va, on peut y aller, on le trouve. Si on cherche, on trouve. Tu es là pour ça. Mais oui, mais oui. On trouve pas toujours ce qu'on veut, mais on trouve. Et en fait, bon, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu accompagnes les personnes. Aujourd'hui, je fais beaucoup de choses parce que là, j'accompagne quand je peux. Je fais des conférences, je fais des ateliers où je transmets un petit peu les façons de l'énergétique pour ouvrir un peu les gens à autre chose. Autrement, et puis j'ai démarré mon deuxième livre que j'arrive pas à avancer parce qu'on peut pas être partout. Et ton deuxième livre, tu veux nous en parler un peu? Oh ben, le deuxième livre, quand j'ai fini mon premier, je me suis dit, le deuxième, j'ai prévu dans mon livre, c'est sur l'énergétique, et il faut que je raconte le chemin de l'invisible, le chemin que j'ai eu il y a la matière, où j'ai trouvé ça des choses magnifiques, mais le chemin que j'ai traversé moi personnellement, dans mon corps, etc., et que j'ai passé les différentes étapes. Je pense que ça peut aider les gens à comprendre, etc. Donc je suis en train j'ai démarré, il faut que je me retrouve le temps pour être tranquille et pour écrire, parce qu'il faut être tranquille. Oui. Voilà. Mais effectivement, c'est transmettre ça. Mais c'est vrai que, donc je fais des soins, des soins à des personnes qui peuvent ponctuellement, chez moi. Quand je suis par là, à Paris, je fais.
Et puis ponctuellement, il y a des gens qui me demandent par Zoom, Internet, s'ils sont loin. Bon. Tu parles de soins, enfin, j'ai vu de corps vibratoire. Alors, soin du corps vibratoire, c'est pas à distance. Je le fais sur la personne, il faut qu'elle soit là. C'est-à-dire que c'est sur... oui, le corps vibratoire. Et le corps physique aussi, mais le corps vibratoire, l'ensemble. En fait, quand dans mes soins, je fais souvent la nutrie pour voir s'il y a une mémoire à libérer, une ou deux, pour voir. Et puis après, je fais un soin du corps vibratoire. Je libère les chakras, je libère ce qu'a libéré. Je perçois au niveau des mains, donc je ne peux pas te dire. Je libère ce que la personne veut libérer. Oui, aussi. On est et puis j'utilise des élixirs qui sont fabuleux, qui me permettent de faire un karcher. C'est des élixirs sonores. Sonores de Franck Nabé. Et les dièses, et qui permettent vraiment de libérer les traumas. Et comment ça fonctionne, les élixirs sonores? Tu peux dire quelques mots? Les élixirs sonores, c'est des élixirs, c'est la musique en bouteille. Oui. Hein, nous avons 4 octaves dans le corps. Et puis 3 octaves au-dessus, hein. Marie-Louise Aucher en a parlé il y a longtemps. Et Franck Nabé a développé ces élixirs sonores pour aider les gens à aider les gens de façon. C'est-à-dire que il a mis en bouteille de la musique des fréquences, différentes fréquences, à savoir il y a do, ré, mi, fa, sol, hein, et ça correspond à des fréquences particulières. Et donc le do, le ré, ça correspond au chakra aussi. Et il a mis ça sur différentes octaves, hein, sur 7 octaves, hein, puisque on est à 7 octaves nous-mêmes. Et il les a mis grâce à la mémoire de l'eau. Hein, et ensuite, la mémoire de l'eau, et ensuite elles sont dans l'alcool, et c'est magnifique. Et on a chacun nos propres fréquences. Alors on est tous arrivés sur Terre avec une fréquence particulière. Donc moi j'ai ma fréquence individuelle, c'est Mi, et elles ont toutes une caractéristique avec un système des pathologies, les propriétés, tout quand c'est bien équilibré, pas bien. Donc il y a 3 axes en fait. C'est les axes des séphirotes. L'axe central, qui est l'axe neutre, la connexion tertielle, l'axe de droite qui est le masculin, l'arrêt, l'axe central c'est do-fa-si, et l'axe gauche c'est mi-sol. Moi je fais partie de mi-sol, féminin. Mais j'ai aussi un autre axe parce qu'il y a une résonance avec un autre axe. Ouais. Mais effectivement, c'est très intéressant parce que quand on arrive à trouver son axe, ça entraîne plein de choses. C'est essayer de vibrer sur sa propre note. Et Franck, il fait des formations à laquelle je participe un petit peu, et pour apprendre aux gens à arriver à vibrer sur leur fréquence. Parce que quand on vibre sur sa fréquence, tout va bien. Tout se passe. C'est la fluidité. Ouais. Et quand on est à côté de sa fréquence et qu'on est machin, tant qu'on n'a pas compris, c'est qu'on a laissé le saboteur prendre pouvoir, et le saboteur il ne va pas laisser sa place, hein. C'est notre ego, c'est tout ce qu'on a construit pour exister, et qu'il faut lâcher un jour pour être. Donc voilà, tout ça. Et c'est magnifique parce que quand on voit dans les formations les gens qui sont arrivés au début et à la fin, ils sont tous en alignement, c'est magnifique, ils sont lumineux. Bah, c'est extraordinaire, enfin, quand on t'écoute, on dit c'est extraordinaire tout ce qu'on a comme ressources. Il y a des outils magnifiques. Pour être aligné, pour être... Mais oui. Et bon, justement, moi j'ai envie de te demander comment tu vis la période qu'on traverse actuellement, qui est quand même assez... qui nous envoie des épreuves. Tu parlais du chaos tout à l'heure, le chaos dans les cellules. Dans les cellules, voilà. C'est le chaos. Et moi depuis des années je dis que c'est par le chaos que l'homme va bouger. C'est grâce au chaos conscient que l'on va pouvoir mettre en place des nouvelles valeurs et des nouveaux repères. Ça je le dis dans mes conférences depuis des années. Hein, en ayant découvert le chaos dans les cellules et voir que les cellules elles fabriquent des structures à l'intérieur et elles les déconstruisent pour fabriquer d'autres choses constamment. Et tout ça pour pouvoir s'adapter à chaque instant qui est différent. Donc c'est le chaos constant dans nos cellules pour fabriquer du nouveau.
Donc, moi, depuis des années, et j'ai vécu moi-même, en même temps que j'ai étudié les cellules, les chaos personnels. Et quand j'ai pris conscience de ça, eh bien, je suis passée du chaos inconscient au chaos conscient. Et c'est plus la même chose. Et moi, je me suis dit à l'époque, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre comme repère dans ma vie qui sont différents de ceux que j'ai mis avec mon père, avec ma mère, tout ce que tu veux. Tu vois le truc, l'aspect. Et donc, ce qui s'est passé, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Hein. Ah ben moi, j'ai trouvé ça magnifique. Cette période du confinement, là où tout s'est arrêté, je me suis dit, c'est de l'ordre du divin. Ce qui se passe, pousser les gens à rester chez eux, retourner dans votre maison intérieure. Moi, je fais des méditations pour aller contacter cette maison intérieure. Allez, pousser les gens à être dans leur maison intérieure, moi, je dis, c'est magnifique. Arrêtez les avions, arrêtez tout ça pour ça. Et ça, je me suis dit, c'est très spirituel. C'est ce qui se passe, c'est vraiment très, très élevé. Donc, alors après tout leur cinéma, tout leur machin, mascarade, tout ce que vous voulez, moi, j'ai jamais fait de politique de ma vie et je me suis mise à observer, comme au microscope, mais leur mascarade. Et je me suis dit, ça, c'est n'importe quoi. Et ce que j'ai appris en biologie, en tant que physicienne, ce que j'ai appris en biologie pendant 10 ans, 14 ans quand même, et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ils oublient les lois du vivant, ils oublient ce qu'on apprend à la biologie, etc. Ils oublient tout ça. Et là, je me suis dit, non, mais c'est n'importe quoi. Et en même temps, c'est une situation qui nous oblige justement à nous aligner, à mettre de la conscience dans les choix qu'on fait. Parce que ça nous oblige à être dans l'instant. Moi, j'ai vu que moi, j'étais plombée à un moment donné. Hein. J'ai arrêté d'écrire. L'année dernière, il y a eu le machin, le passe à la noix, là. Le repasse à la noix, ça m'a coupé l'herbe sous le pied. J'ai arrêté d'écrire. J'ai pas pu. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on verra. J'ai repris cette année, je suis contente. Mais à côté de ça, ce qui nous est important, c'est que moi-même, je me suis vue avoir eu du mal à me remettre en route. Parce que j'ai donné du pouvoir à tout ce qu'ils ont fait aussi. Et à me laisser plomber par certains côtés. Et à un moment donné, stop, on reprend son pouvoir. Ça suffit. Et maintenant, alors ce qu'ils font là, quand tout ce qui s'est passé cette année, je me suis dit, on est passé d'une mascarade à une autre mascarade. Encore à une autre mascarade, on change les noms mais c'est la même chose, et qu'on ne regarde pas ce qu'il y a dans le monde entier où il y a d'autres choses qui se passent, mais il n'y a que chez nous, machin. Donc moi quand j'ai vu ça, maintenant d'abord je regarde très peu la télé, ponctuellement, pour regarder un petit peu sur ces news ponctuellement, mais ils font toujours les mêmes choses, donc ça. Donc la seule chose que je me dis, moi, c'est qu'il faut rester en alignement avec soi, faire ce qu'on a à faire. Et vraiment, être dans le présent. Et être que dans le présent. Demain, on verra. Aujourd'hui, c'est là. Donc, on fait des projets. Si Dieu le veut, on les fera. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Et c'est pas grave. Moi, j'accueille complètement aujourd'hui, depuis un petit moment déjà. J'accueille ce qui est. Si c'est possible, c'est magnifique. Si c'est pas possible, c'est aussi magnifique. Parce que ça veut dire que j'ai autre chose à faire. Donc je prends. Donc il y a rien de mal, il y a rien de, voilà, tout est bien. C'est vrai. Là, on a failli avoir un stage, et ben on n'a pas eu le stage. Et ben c'était bien parce que j'ai profité de vacances, des échanges magnifiques, et ça m'a fait du bien d'être un peu tranquille. Donc moi j'accueille je mets en place des nouveaux stages, etc. parce que ça me fera plaisir, il y a plein de belles choses qu'on peut transmettre. Et puis on verra. Tu peux nous parler un peu de tes stages? Qu'est-ce qu'on fait dans tes stages? Qu'est-ce qu'on expérimente en fait? Alors il y a un stage que je fais une journée des fois, une journée en général à Paris, c'est sur apprendre à faire les soins du corps vibratoire, pour pouvoir apprendre à les faire à soi-même, à se faire des choses, et puis le faire aux proches. Hein, t'es pas bien, allez hop, je te fais un petit soin, c'est magnifique. Donc ça, je leur apprends ça en une journée, et donc ils ont une approche de la perception de ce corps, et je leur apprends à faire ça. Dans d'autres, je fais avec Franck un week-end, j'ai déjà fait un week-end, Franck Tabé, moi je faisais le corps vibratoire, et en même temps, les expériences des élixirs, avec lui, et comment j'utilise les élixirs pendant les soins. Ça c'est génial, ça fait des bombes au niveau de décapage, de libération. Et puis récemment on a fait avec Florence Pousset et Franck, c'était une première fois qu'on a fait une conférence ensemble du corps énergie à sa vibration.
et à Bordeaux, et ça a plu. Et à la suite de ça, on a fait un atelier cette année-là. Et c'était chouette parce que c'était un atelier de l'arbre généalogique à l'arbre de la connaissance. Et là, on a emmené un peu les gens, et on est en train de faire évoluer celui-ci pour aller plus profond, hein, pour qui touchent leur généalogie, qui touchent leur arbre de connaissance en faisant les sons de la Kabbale, voire en lien avec l'arbre de vie, hein, et la connaissance. Et puis on va en monter un nouveau, là, qu'on appelle, comment on l'a appelé, de l'ego à l'être, je ne sais plus comment on l'a dit, du saboteur à l'être, un week-end. Ah, ça va être génial, ça va être génial, ouais, ça va être génial. Ouais, ça va être génial. Il y a beaucoup à faire. Oh, et en plus, tout ça dans... Tu associes l'ego au saboteur, le saboteur à l'ego. Ah oui, c'est la même chose. Oui. Oui. L'ego, il sabote tout. Hein. Oui. Après, ça dépend... C'est-à-dire que l'ego, il faut l'élever, l'ego. Avant qu'on veuille le dire... Ok, je t'ai entendu. Il faut qu'il aille au maximum de ce qu'il a besoin de faire. Moi-même, hein, j'ai bien vu, j'ai dû aller au bout de moi-même pour prouver que voilà, une fois que je suis arrivée à être, quand j'ai eu mon poste de chercheur, je me suis dit, c'est magnifique, je suis contente. So what? Donc, quand l'ego, c'est on monte sur la montagne et puis on n'a qu'une chose à faire, c'est redescendre après. Mais si on reste là-haut, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, moi l'idée c'est ça. Donc à un moment donné, les structures qu'on a mis en place pour monter, c'est bien, mais à un moment donné, il faut les lâcher. J'ai mis du temps à lâcher tout ça. Hein. Mais après, c'est être dans le flux de la vie, c'est que ce qui se passe, à un moment donné, on lâche. Moi, je voulais maîtriser tout, j'étais vraiment... j'organisais des rencontres pour être invité, pour être sûr d'être invité, c'est moi qui les organisais. Non, mais j'ai fait des choses incroyables. J'ai invité des grands. J'étais sûre d'être invitée, parce que c'est moi qui les organisais. Ce qui était bien, c'était que moi, je leur imposais des choses aux grands. Ça j'aimais bien, là. Voilà. Sur ton chemin, parce que bon, tu es quand même quelqu'un c'est une chercheuse, hein, sur tous les plans énergétiques, vibratoires. Aujourd'hui, c'est par le livre que tu es en train d'écrire peut-être, mais ton sujet d'étude. Mon sujet d'étude aujourd'hui, ben non, pour l'instant, c'est de recherche. Je suis toujours dans les aspects de aller voir un peu plus loin l'énergétique. Oui, c'est ça. L'énergétique et le vibratoire. Donc je vais participer à des expériences sur les sons, sur le vivant. Parce que quand on met des fréquences sur le vivant, en musicothérapie énergétique, eh bien le corps, il absorbe ce qu'il a besoin. Et il s'auto-soigne, il s'auto-guérit. Donc moi, je vais vers aider les gens qui ont besoin de mes connaissances pour participer avec eux, pour transmettre le fait qu'on a le pouvoir d'auto-guérison inscrit à l'intérieur de chacune de nos cellules. Simplement, il faut connecter les gens à leur pouvoir d'auto-guérison. C'est eux qui guérissent. Oui. Hein? Les médecins ne font que soigner. Et soigner, c'est le soigner. Donc je préfère pas. Ah, c'est intéressant. Ben oui. Donc c'est le patient qui guérit. Donc on décide de guérir. Ou alors c'est plus important pour la personne de maintenir les avantages, bénéfices secondaires d'être malade. Et ça peut être une nécessité pour la personne pour exister. Et ça, on n'y peut rien, ça, c'est chacun sa route. Hein. C'est sûr. Chacun sa route. Ouais. Chacun choisit aussi. Donc moi, je continue les portes de recherche sur l'énergétique et les champs vibratoires et les sons. Oui, ça, je vais participer à des choses, à des futures écoles de soins de l'âme. Les soins de l'âme, c'est ça. Ça va se mettre là. C'est pas encore. Tout est là dans le cœur en fait. Oui, tout est dans le cœur. De toute façon, si on s'occupe de la personne et si on est au niveau du cœur, on prend la personne dans sa globalité et qu'on peut soigner les personnes avec le cœur. Alors par rapport à ça, il y a eu une réunion de médecins à une époque, et c'est une amie pharmacienne qui me racontait, elle était à cette réunion, et ils parlaient de tous les cancers de la peau, des intestins, de ce que vous voulez, machin. Et puis il y a un seul cancer qui n'existe pas, c'est au niveau du cœur. Et il y a un médecin qui a dit, c'est par le cœur que l'on guérit.
Ah, c'est beau. Mais oui. Je pense que c'est par le cœur que l'on guérit. Est-ce que l'on s'aime au point de se guérir? C'est une belle façon de terminer, enfin, je dis de terminer, mais d'ouvrir en même temps l'espace. Juste une dernière question. Qu'est-ce qui t'amène en Bretagne? Ce qui m'en va parmi nous? Eh ben oui, moi j'aime bien la Bretagne, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Je suis venue, je devais faire un stage à l'étoile de... Je sais pas comment ça s'appelle. Merci, étoile de Cerdréan, j'arrive pas à le dire. Hein. Et qu'il n'y a eu qu'un stagiaire. Et je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir me reposer. Et venir nous voir. Et voilà, et vraiment, je l'ai pris comme ça, j'étais contente et je suis heureuse parce que hier, je suis allée me baigner avec Nathalie. L'eau, je ne sais pas quelle température, mais c'était un bon bain. J'en ai magnifique. Vivifiant, vivifiant. C'était très bon. Et donc tu vas revenir? Oh bien sûr, je vais revenir. Ah oui, l'année prochaine, au mois de fin juin, on a prévu 3 jours. Et puis peut-être qu'on verra, c'est un endroit sympa, peut-être que je ferai venir d'autres gens, on verra. Tu as un site pour que... Alors moi j'ai un site internet, oui, un site jeanneayache.com, on mettra en bas. jeanneayache.com, et puis dans l'agenda vous avez le programme de ce qui va se faire. Ce qui s'est fait, malheureusement l'agenda, il ne le montre plus, il faudra que je change mon site. Ce qui a été fait n'est plus visible. Bon, c'est comme ça, il faut accepter. Hein. C'est fini, c'est du passé, c'est bien, alors, quelque part. Hein. Donc, ce qui est visible, ce qui va se faire est là. Voilà, en gestation. Tu as envie de dire le mot de la fin? Eh bien, je suis contente d'être reçue par Imagine, l'association, parce que j'en ai entendu parler par Jean-Marie Le Gall. Imagine un monde plus humain. Mais imagine un monde plus humain. Il faut le dire jusqu'au bout. C'est ça, non mais absolument. Oui, parce qu'on peut imaginer plein de choses. Imagine un monde plus humain. Et ça m'a parlé. Et c'est lui qui m'a dit, je vais te présenter Odile Lacoste et tout ça. J'ai dit oui, absolument. Et donc je sais qu'il y a des connexions et c'est un début d'aventure ensemble. Tout à fait. Merci Jeanne. Merci à toi.